Monsieur le maire de Biarritz, cher Michel Venac, je crois que vous nous avez déjà convaincus. Enfin, j'étais déjà convaincue avant, mais... Madame la sénatrice, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les vice-présidents de région, mesdames et messieurs les représentants des partenaires sociaux, monsieur le président du conseil d'administration de Centrafo, Louis-Charles Viossa, monsieur le président du CNEFOP, Jean-Marie Marx, mesdames, messieurs. Vous connaissez probablement Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Vous vous rappelez, c'est cette jeune Pakistanaise que le monde a découvert par son blog quand elle avait 11 ans et quand elle s'est battue sur les droits, la liberté, le droit des femmes. Et elle disait, et elle dit toujours, il n'y a pas de plus grande arme que la connaissance. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, de nouveau, et peut-être plus que jamais, la connaissance, la compétence sont les armes de paix, mais les armes les plus importantes, tant pour les individus que pour les entreprises et les nations. L'enjeu social et économique de la connaissance et de la compétence est plus qu'important. Je considère qu'il devient critique, qu'il devient vital pour nos sociétés. D'abord, monsieur le maire, vous le rappeliez à l'instant, nous le constatons de façon très opérationnelle ces temps-ci. Maintenant que la reprise est là, que la croissance est là, l'INSEE a confirmé hier 1,9% de taux de croissance, on n'avait pas eu un tel taux de croissance depuis 6 ans, on voit bien que cette croissance robuste devrait créer des emplois. Elle va en créer, il faut un certain nombre de conditions, mais il y a déjà une difficulté qui est rencontrée. Rien qu'à Pôle emploi, qui n'a pas toutes les offres, même si l'essentiel y passe, en 2017, il y avait déjà 330 000 offres d'emploi non pourvues. Et la principale raison, il y en a d'autres, il y a la mobilité, il y a différentes raisons, mais la principale raison, c'est le sujet de la compétence. Nous ne nous sommes pas résignés, mais nous avons tellement vécu avec un chômage de masse qu'aujourd'hui, parce que la croissance reprend, on découvre à quel point il y a un gap, une différence importante entre les métiers d'aujourd'hui, et encore plus de demain, j'y reviendrai, et les qualifications ou les manques de qualifications des demandeurs d'emploi et des jeunes, et j'y reviendrai aussi. Alors c'est donc critique, parce qu'on voit bien que la compétence, c'est la meilleure protection contre le chômage. Les personnes, nos concitoyens qui ne sont pas qualifiés, le taux de chômage est de plus de 18%. Alors que la moyenne est d'un peu plus est de 9,7%, et que pour les plus qualifiés, c'est 5%. Donc la première protection contre le chômage et contre l'emploi précaire, c'est bien la compétence. Mais c'est aussi une arme essentielle pour les entreprises pour continuer à croître et à créer des emplois. Et ça s'inscrit dans un contexte où les changements sont majeurs. Et là, je crois que c'est très très important, et j'ai vu que vous débatteriez de ça dans vos travaux, c'est extrêmement important que nous prenions tous la mesure de l'ampleur et de la vitesse des mutations des métiers, du travail et des compétences. Il y a quelques années, je me rappelle, on s'émouvait parce que les vendeurs de jeux vidéo disparaissaient, parce que voilà, la vidéo à la demande disparaissait. C'était microscopique. Les journalistes ont vécu parmi les premiers les mutations complètes dans le métier, à travers le digital. Et ça n'est pas fini. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de quelques métiers. De nombreuses études convergentes montrent qu'au niveau mondial, et la France et l'Europe seront en plein dans ce sujet, environ 10 à 15% des emplois vont disparaître dans les 10 ans qui viennent du fait de la digitalisation majeure. 15-20%, 10% disent certains, vont être créés, qui sont des emplois qu'on ne connaît pas. Mais, et c'est peut-être le chiffre le plus frappant, 50% vont être profondément transformés. C'est-à-dire, même si ça a l'air d'être le même métier, c'est plus du tout le même métier. Il y a des transformations internes. Et pour la première fois, ce n'est pas simplement l'industrie ou l'agriculture, mais ça va être aussi massivement dans le secteur tertiaire. Et c'est la première fois que c'est tous les secteurs d'activité à la fois. Que vous voyez bien, en ce moment, dans la distribution, on est passé en quelques années de 0% à 20% d'achats en e-commerce. Le résultat, c'est quoi? Moins d'emplois
dans la distribution, de fait, moins de magasins, et par contre, une création d'emplois énorme dans les plateformes logistiques et dans les transports. Je donne juste cet exemple, mais bien d'autres secteurs vont être concernés. Et donc, notre premier défi collectif, puisque tout l'écosystème finalement de la formation des compétences est réuni ici à Biarritz, c'est de prendre la mesure de l'ampleur et de la vitesse, parce que c'est à ça que nous allons être confrontés. C'est comment, dans ce contexte, nous aidons les jeunes, les demandeurs d'emploi, les salariés, les entreprises, les indépendants, enfin, toutes les forces vives, je dirais, de la nation, à anticiper et appréhender ces mutations. De plus en plus, on voit aussi que la compétition entre les entreprises, qu'elles soient nationales, locales ou internationales, et la compétition entre les nations, elle va se jouer pour une partie des nations dont fait partie la France sur le sujet de la compétence et de l'innovation et de la valeur ajoutée. La France n'a pas vocation à être un pays où le but, ce serait d'être dans le low cost. On ne s'en sortira en termes d'emploi, de chômage et je dirais de bien-être et de cohésion sociale que par la valeur ajoutée. Ça veut dire la compétence, ça veut dire la connaissance, à tous les niveaux. Et ce n'est pas uniquement une question élitiste du tout, c'est une question qui concerne chacun. Le capital financier est un moteur, mais la différenciation par les compétences, demain, fera la différence entre des pays, entre des entreprises qui ont tous la même capacité financière. Et pour ça, si on veut une société inclusive, si on veut une croissance qui est riche en emploi, si on veut une croissance qui permet au grand nombre, au plus grand nombre, d'être inclus dans la société à travers le travail, alors le sujet de l'investissement dans les compétences devient encore plus stratégique qu'avant. Quelques chiffres parlent d'eux-mêmes pour dire où nous en sommes. Aujourd'hui, on avait des questions provocantes, mais elles ne sont même pas provocantes. La réponse est évidente. Aujourd'hui, 2 cadres sur 3 vont en formation chaque année. Ça ne sera pas assez dans le futur. Et un ouvrier ou employé sur 3 va en formation chaque année. Mais avec la vitesse des transformations des métiers, mais ils vont se retrouver déqualifiés ou en danger si dans 5 ans, 10 ans, leur métier s'est profondément transformé. On voit bien qu'on n'est pas à l'échelle aujourd'hui. Et les demandeurs d'emploi en France, hors dispositif spécifique, c'est 1 sur 10 qui se forment chaque année. Alors qu'en moyenne, ils sont déjà moins qualifiés que la moyenne de l'ensemble des actifs. Donc on voit bien que ce sujet, il devient complètement stratégique. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'engager 2 démarches. Une qui est une réforme profonde de l'apprentissage et de la formation professionnelle, et l'autre, c'est le grand plan d'investissement compétences qu'Estelle Sauva vous a présenté tout à l'heure. C'est essentiel et c'est, je dirais, d'urgence et d'importance nationale. Alors, en outre, on constate que sur les 20 dernières années, la durée des formations est devenue de plus en plus courte. C'est-à-dire qu'on est allé vers des formations, certes, plus pointues, peut-être plus ajustées, d'adaptation au poste du travail, mais il faut savoir que depuis les années 80, la durée moyenne des formations est passée de 50 heures à 25 heures par salarié. Alors, les optimistes diront on est beaucoup plus efficient et c'est beaucoup plus efficace. Il y a certainement une part de ça, mais je crains aussi qu'on ne soit pas en train de prendre la mesure qu'on va avoir besoin de formations qualifiantes, de dispositifs longs, et que la reconversion qui était hier perçue comme quelque chose un peu le dos au mur quand ça allait mal, va être le fait qu'on a plusieurs métiers dans sa vie et que ça va devenir la norme de demain. Plus le niveau de qualification est bas, et moins les salariés sont également à l'initiative de leur formation. 25% des formations pour les cadres sont à l'initiative du salarié. Aujourd'hui, 5% des formations des ouvriers. C'est en partie parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement, c'est en partie aussi parce qu'on ne leur demande pas leur avis, souvent. Et donc ça aussi, c'est un défi, je dirais, pour le futur. Alors, ces défis, faire en sorte que beaucoup plus de personnes, je dirais même chacun, accèdent à une formation de qualité, une formation qui lui permette de saisir les opportunités et de se protéger. Ça suppose évidemment, c'était aussi un de vos débats, de libérer l'initiative individuelle tout en la garantissant collectivement et en l'accompagnant. Le débat, est-ce que c'est l'individuel ou le collectif? Mais je crois que par contre, il faut que la personne soit au centre du système, accompagnée, aidée, mais pas dépendante. Je crois qu'il y a une aspiration à la liberté dans notre pays, qui est profonde dans la culture, qui est tout nouveau, qui n'est pas réservé aux élites. Là, je m'inscris en faux là-dessus. Vouloir être accompagné, c'est quand même être dans le siège du conducteur. Mais par contre, personne n'a envie d'être dans le siège du passager, et y compris ceux qui ont le moins de qualification. Alors cette transformation, elle va d'abord passer par
plusieurs défis liés à la transformation numérique. Pour moi, il y a dans la transformation numérique 4 défis pour le dispositif de formation. Le premier, je vais appeler le numérique pour tous. Si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ceux de nos concitoyens qui ne sauront pas faire une démarche simple, et peu importe soit le smartphone ou l'ordinateur, mais qui ne savent pas aller sur Internet et faire une démarche simple, ils vont se retrouver handicapés dans énormément d'aspects de la vie sociale. Le numérique pour tous, la fracture numérique, c'est un vrai sujet d'égalité des chances, c'est un vrai sujet d'inclusion sociale, de cohésion sociale, pour participer à la vie associative comme pour participer à la vie du travail. Par rapport à ça, aujourd'hui, on constate qu'environ 8% de la population ne sait pas, et il y a des jeunes, il n'y a pas tous les âges, ce n'est pas uniquement une question d'âge, et chez les demandeurs d'emploi, c'est 15%. C'est pour ça que Pôle emploi a commencé à mettre en place des ateliers d'apprentissage numérique pour pouvoir naviguer, ne cesse que s'inscrire, faire une démarche ou aller chercher un emploi, sachant que la plupart des offres d'emploi, de plus en plus, sont disponibles sur Internet. Il faut que tous y aient accès. L'école du numérique, et notamment l'école sociale du numérique, fait aussi un énorme travail là-dessus. Et je dirais, on ne peut plus envisager aujourd'hui que l'appareil de formation n'intègre pas ça dans sa dimension première, qui est, c'est un savoir de base, maintenant, nécessaire pour la vie citoyenne. Le deuxième défi, c'est répondre aux besoins de la formation du filière du numérique. Donc là, ce n'est pas tout l'appareil de formation, mais les besoins sont énormes. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des postes à tous les niveaux. Codeur, technicien de réseau, enfin ça va du CAP à l'ingénieur. Il y a des postes à tous les niveaux. On cherche des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Ça va s'amplifier de façon très importante. Et donc, c'est évidemment un besoin. Mais le troisième, et alors là, qui concerne tout l'appareil de formation, c'est de contribuer à l'adaptation de la majorité des autres métiers. Je pense qu'ici, personne n'est motivé par former pour former. Tout le monde veut former pour que des demandeurs d'emploi, des jeunes, des salariés et des entreprises puissent réussir. Donc, pour réussir, il faut aussi anticiper, accompagner cette adaptation de tous les métiers. Et puis enfin, le quatrième défi lié au numérique, c'est comment on utilise le numérique pour accompagner le souhait des personnes d'être plus libres dans leur choix de formation, ce qui ne veut pas dire laisser seules à elles-mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'accompagnement, et tout ce qu'ils souhaitent doivent pouvoir l'avoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout, mais aussi, il y a une volonté d'autonomie et un souhait d'autonomie qu'il faut respecter. La révolution numérique, c'est aussi une source prometteuse de renouvellement pédagogique. Et plus encore, peut-être, de transformation des parcours de formation ou d'appui au transport de formation. Alors évidemment, vous parlerez aussi des innovations pédagogiques. Je pense qu'on a dépassé depuis longtemps le débat, savoir est-ce qu'il faut faire que du numérique ou du présentiel. C'est un faux débat complet. Évidemment, il faut l'humain, mais l'humain passe aussi quelquefois par des choses en ligne. Bon, des MOOC au Serious Game, je dirais aussi même aux jeux de rôle, qu'ils soient numériques ou pas, et aussi aux formations multimodales qui alternent présentiel. Et ça est joli. Oui, c'est bien aussi. Ben, on a fait une alternance présidentielle, on en est très fiers, donc on continue. Et les modalités digitales, la gamme est importante. Je voudrais insister sur les innovations qui sont en train de se faire, qui sont encore à bas bruit, mais qu'il faut amplifier, là où le numérique permet aussi l'accès à la formation, là où ce n'était pas possible avant. Je pense notamment à une partie des personnes, des travailleurs ou des salariés ou des demandeurs d'emploi handicapés, pour lesquels ça permet de faire des types de formations auxquelles ils ne pouvaient pas accéder. Je pense aussi aux zones rurales. Il y a de plus en plus de télétravail, de coworking aux zones rurales, des personnes qui ne peuvent pas faire 100 km pour aller faire une formation. Donc il y a toute une série d'usages aussi dans l'accès à la formation où je pense qu'il faut être innovant. Alors pour le faire, ça suppose que le secteur de la formation lui-même accomplit sa propre mue numérique en intégrant, pas comme un but, mais comme un outil, toutes ces dimensions du numérique. Aujourd'hui, l'Observatoire des branches dit, d'après son enquête, que 50% des organismes de formation interrogés réalisent aucune prestation en formation digitale et que seuls 4% ont tiré plus de 50% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est encore marginal dans nos dispositifs. Là, je vous invite d'y réfléchir. Pourquoi ?
parce que ça peut permettre une plus grande fluidité et personnalisation des parcours de formation, en facilitant l'entrée en formation, en facilitant le choix éclairé. On en reparlera à l'occasion de la réforme de l'apprentissage. Comment les jeunes, comment les familles peuvent faire un choix éclairé aujourd'hui? Honnêtement, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. À part connaître quelqu'un qui a le métier et qui va être un rôle modèle et qui va permettre une identification, c'est extrêmement difficile. Ce que nous souhaitons faire avec Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, c'est clairement que tout jeune, toute famille, puisse avoir dans l'apprentissage, mais ça sera vrai pour les lycées professionnels et ça sera vrai pour la formation continue, la connaissance pour chaque formation de quels sont les taux d'accès au diplôme, s'il y a un diplôme ou une qualification, quels sont les taux d'insertion, éventuellement combien on gagne quand on commence le métier. Voilà, des questions de base, et puis un peu ce qu'ont pensé les gens qui étaient le TripAdvisor de la formation. Ces choses-là, c'est du bon sens. Si on veut que les choix puissent être éclairés, il faut aussi donner à nos concitoyens des outils de s'y situer. Ensuite, pour les parcours, évidemment, le positionnement préalable, le rythme des individus, la personnalisation, la modularisation, toutes des choses qui ont été expérimentées avec succès depuis 20 ou 30 ans. Mais maintenant, il faut qu'on change d'échelle. Il faut que ça soit, non pas l'exception, mais il faut que ça soit possible pour chacun, à des rythmes différents, avec des modalités différentes, de poursuivre son parcours. Ça permettra aussi, je l'ai évoqué déjà, de minimiser les contraintes géographiques ou temporelles. Et à terme, ça devrait aussi permettre que l'accès financier, le coût de la formation baisse. Quel est l'enjeu? Ce n'est pas de baisser les investissements. Les 32 milliards que la nation consacre à la formation, alternance, demandeurs d'emploi, secteur public et secteur privé ne me paraissent pas excessifs. Mais on n'est pas à l'échelle des problèmes de demain. Et on ne va peut-être pas non plus quadrupler ces montants. Donc il faut aussi qu'on ait une économie de la formation qui permette un accès beaucoup plus grand au plus grand nombre à des formations plus en profondeur et plus qualifiantes, ou en tout cas qui vont plus loin dans la transformation des métiers. Alors depuis une dizaine d'années, le législateur et les partenaires sociaux ont conforté plusieurs idées qui me paraissent aller dans la bonne direction. La formation tout au long de la vie, c'est 1971, la loi Delors, et vous savez que pendant longtemps, la France était un peu inspirationnelle là-dessus. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on le soit dans les faits. On a tenu ce discours, mais sur les faits, d'autres, je pense, sont largement, pour ne pas dire, plus en avance que nous. Il faut qu'on reprenne cette avance, parce qu'il y a tous ces défis, il y a toute cette attente, et je pense que la compétence doit être accessible pour tous. Et pour ça, il faut qu'on refasse un saut. Et c'est cette ambition que j'ai proposée aux partenaires sociaux dans le document d'orientation que je leur ai envoyé. J'attends avec beaucoup de confiance et beaucoup d'impatience, pas au sens temporel, mais au sens du sentiment de l'importance de ce sujet, le résultat de leur proposition dans quelques semaines. Je l'évoquais en introduction, il y a cette transformation, cette loi qui concernera l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage, donc toute la sécurisation des parcours professionnels. Il y a aussi le plan d'investissement en compétences, qui est pour moi un outil majeur, à la fois pour pouvoir investir beaucoup plus en faisant le pari que 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi, demain pourront accéder au marché du travail, alors qu'ils ne le pouvaient pas avant, à un moment où la reprise se fait et grâce à la compétence, et aussi tout ce que ça peut vouloir dire en termes d'innovation sur les datas, sur la pédagogie, sur les parcours, mais je ne reprends pas tout ce que Estelle Sauva vous a certainement brillamment expliqué, j'en suis sûre. Alors, sur l'ambition collective, elle suppose aussi qu'on se pose des questions sur différents points. Le premier, c'est le cadre juridique de l'action de formation. Il faut un cadre juridique qui favorise l'innovation, qui favorise l'ambition. Ça suppose des pratiques plus ouvertes des financeurs, public-privé, ça n'est pas le sujet, qui vise à un dépassement du financement à l'heure de formation, qui entrave complètement l'essor des formations multimodales. Et la logique du financement à l'heure ou à la semaine, c'est évidemment impossible avec l'accès à des plateformes digitales, c'est impossible avec la personnalisation des parcours. Donc il faut aussi aller avec des logiques de financement au parcours ou des abonnements à des plateformes de formation. Enfin bref, il faut innover. D'autres pays le font déjà. Ça n'a pas été la catastrophe. Je pense que là-dessus, il faut que ce soit résolument innovant. La deuxième chose, c'est l'investissement pédagogique. Je crois qu'on a le goût pour l'investissement pédagogique dans notre pays. Vous l'avez montré dans l'histoire. Je vous invite à le remontrer face à ces défis. Et évidemment, avec une logique où l'évaluation des résultats doit être la clé.
L'évaluation des moyens et de la satisfaction, on sait depuis bien longtemps que c'est un tout petit bout du sujet et que l'évaluation des résultats, il faut se mettre d'accord sur comment on les évalue, ce qui n'est pas simple. Et pour moi, l'évaluation ne peut pas être que institutionnelle, elle doit être aussi l'évaluation des utilisateurs, des pairs. En gros, encore une fois, nous n'avons pas des citoyens passifs dans la voiture de la formation, nous voulons des citoyens, nous sommes à leur service, tous, pour leur permettre, qu'ils soient salariés, jeunes, demandeurs d'emploi, qu'ils soient des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, d'accéder et de réussir grâce à la formation. Alors le CPF, le compte personnalisé de formation, ça va être évidemment un des gros sujets de la négociation en cours, donc c'est un des gros sujets, mais il faut aussi que dans cette réflexion, ce soit l'accès non seulement à la formation, mais aussi à la certification. Et je pense que l'accès des formations digitales à la certification, c'est quelque chose pour lequel nous sommes plutôt aussi en retard en France. On était très fort sur quelque chose, et toujours quand on est très fort, du coup, on a tendance à ne plus bouger. Mais le monde bouge, et donc nous devons avancer là-dessus. La digitalisation des principaux outils d'information et d'orientation, avec l'accompagnement personnalisé, me paraît essentiel. Je vais prendre l'exemple de Pôle emploi, qui pour moi est un très bon exemple. Il y a une grande majorité des demandeurs d'emploi aujourd'hui, ils n'ont aucune envie de se déplacer pour remplir un dossier, pour s'inscrire. Ils savent tout à fait le faire sous un angle, sous une forme dématérialisée, et ce n'est pas là-dessus qu'ils attendent l'aide de Pôle emploi. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas libérer ce temps-là, et il y a tout un processus de dématérialisation, alors que d'autres, au contraire, ont besoin de cet accompagnement, parce qu'ils sont beaucoup plus en difficulté, ou même, voire même, y compris l'accès non seulement au numérique, mais à la compréhension de comment ils recherchent un emploi, va être difficile. D'autres, ils veulent juste un système super efficace entre l'offre et la demande. Mais d'autres ont besoin de beaucoup d'accompagnement. On voit bien qu'il faut personnaliser et que les outils demain d'orientation, de formation, de parcours et de financement doivent être beaucoup plus centrés utilisateurs que centrés dispositifs. Donc il faut repenser l'accompagnement des publics et transformer et développer le conseil en un accompagnement professionnel dans ce cadre-là. Alors, plus de liberté pour les individus impose une meilleure transparence du marché, je le disais pour l'orientation dans l'apprentissage tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour l'offre de formation, et donc le développement d'une labellisation ou certification de l'offre de formation pour pouvoir accéder au financement public me paraît un élément de transparence que les concitoyens demandent et sur lequel il faut là aussi que nous avançons. Enfin, dernier point qui me paraît essentiel, c'est la question de l'approche inclusive de la formation. Et l'approche inclusive, c'est-à-dire pour les personnes, nos concitoyens les plus vulnérables, les plus en difficulté, les plus éloignés, dont c'est très bien qu'ils ne vont pas vers la formation, soit parce qu'on ne leur propose pas, soit parce qu'ils imaginent qu'ils vont se remettre en échec par rapport à un vécu qu'ils ont mal vécu dans la formation initiale. On le sait très bien, c'est vrai des demandeurs d'emploi, c'est vrai que des salariés, on le sait depuis 30 ans. Par rapport à ça, il n'y a pas d'autre choix que d'innover. Si on leur propose... Aujourd'hui, nous sommes un peu en échec collectif là-dessus. En fait, ceux qu'on a le plus besoin sont ceux qui ont le moins accès. Et personne ne l'a décidé. C'est la conséquence de la manière dont nous gérons, finançons et organisons, et aussi faisons la pédagogie. Donc, cette approche inclusive qui doit d'abord permettre... je vais prendre d'abord l'exemple des travailleurs et des salariés handicapés. Savez-vous qu'à Pôle emploi, il y a 500 000 demandeurs d'emploi handicapés. Ils ont le taux de chômage du double. Ils ont moins de compétences, ils ont moins de formation, ils y ont moins accès, parce que c'est moins accessible. En apprentissage, il y en a 1%. Et qu'est-ce qu'on fait pour ce concitoyen qui ont autant à apporter à l'économie, à l'entreprise, que les autres? Deuxième sujet, les zones rurales. La fracture géographique est importante en France. Là aussi, le taux d'accès aux formations en zone rurale, on ne peut pas proposer à tout le monde de partir une semaine en stage présentiel en laissant ses enfants, sa famille, en n'ayant pas le financement du logement. Enfin, on voit bien que c'est là aussi, on a un travail d'imagination à faire. Et puis, il y a ceux qui sont trop éloignés du monde du travail et de la formation pour entrer directement dans une approche de compétences et qui ont besoin d'une première étape. C'est ce que nous voulons faire à travers les parcours emploi-compétences qui remplacent les contrats aidés où il y avait juste la situation de travail. Et là aussi, on a 30 ans d'expérience. Tout le tissu associatif en France sait que l'insertion réussie pour ceux les plus éloignés, c'est un triptyque, c'est la situation de travail, c'est un accompagnement personnalisé et c'est de la formation.
C'est ce qu'on va faire dans les parcours emploi compétences. C'est ce que on va vérifier qu'on fait bien et qu'on va développer dans la garantie jeune. Mais c'est aussi, ça veut dire que aujourd'hui, comme on pense les dispositifs par silo et pas tournés sur la personne, il y a aussi des jeunes qui sont en EPID ou en école de la deuxième chance. Et puis, il y a des demandeurs dans l'emploi de tous âges et des personnes qui sont en insertion par l'économique, qui marchent bien. Mais là, comme on a dit, c'est l'insertion par l'économique, il n'y a pas de formation. Eh bien, on va arrêter de faire des silos comme ça et on va rajouter là où il faut le plus de compétences, le plus de formation qui va accompagner les autres dispositifs. Ça aussi, le plan d'investissement compétences le fera. Donc, en clair, je m'adresse à tout l'écosystème de la formation. Si vous avez des idées, des innovations, une volonté de vous engager dans comment l'inclusion et donc l'accès à la compétence qui devient si stratégique, on peut en faire bénéficier un beaucoup plus grand nombre, vous trouverez plus que la porte ouverte, vous trouverez des partenariats et nous avancerons ensemble. Alors, je terminerai par un poète de la Pléiade. Mais alors celui-là, je ne suis pas sûre que vous le connaissez, parce que moi, je ne le connaissais pas. Alors, c'est un copain de Ronsard et du Bellay, forcément, et des membres de l'école de la Pléiade avec eux, mais il s'appelle Rémi Bello. Quelqu'un le connaît? Bon, moi non plus, donc voilà. Et il a dit cette chose incroyable quand on pense qu'il l'a dit au XVIe siècle. Il dit « Qui manque de connaissances est sans cesse à la merci du changement ». Eh bien, je vous propose ça comme motto pour cette année de transformation ensemble. Ce que nous voulons, c'est que nos concitoyens aient la liberté de choisir leur vie professionnelle et pas de la subir. Et pour ça, c'est l'enjeu de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est l'enjeu du plan d'investissement compétences, c'est l'enjeu de votre propre transformation de votre offre et des parcours. Et je compte sur vous, j'ai confiance pour vous, pour être à la hauteur des enjeux. Merci beaucoup, Madame.